Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale et on retrouvera dans quelques instants le Vera Lifestyle. Le Vera Bossiac recevra Jean-Philippe Bloch, il est photographe et nous présente des calendriers dans quelques instants. Il s'appelle Eric Borner, magicien et mentaliste. Quand il n'est pas dans les rues d'Alsace pour faire du close-up, il est sur ce plateau et en live ce soir. C'est le mois sans tabac, l'occasion peut-être pour certains d'arrêter de fumer. Les outils à disposition et les explications, ça sera dans quelques minutes avec Élise Gogler, médecin addictologue. Et on recevra Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On parlera d'un forum pour les jeunes, d'un forum pour l'emploi. Mais on parlera également d'une course qui se passe actuellement avec des bateaux extrêmement rapides. Avant cela, c'est l'actualité. Anna Britz. Bonsoir et à la une de l'actualité ce soir, les forêts cinéraires. Elles visent à accueillir les urnes de défunts. Et si le premier projet français a été suspendu par l'État, elles gagnent du terrain outre-Rhin et des Alsaciens s'y intéressent. New York ensuite, ses gratte-ciel, ses théâtres et son marché de Noël alsacien. Du 6 au 22 décembre, une trentaine de chalets exporteront un peu du savoir-faire alsacien, avec pour objectif de séduire la clientèle et le touriste américain. Enfin, profession d'horreur ornemaniste, à quelques jours du Salon européen des métiers d'art Résonance, nous avons rencontré Xavier Noël. Il a fait du travail de la feuille d'or son quotidien. Et on commence donc avec le marché de Noël alsacien à New York. Élu et professionnel du tourisme de la région, en rêvait depuis des années. Et c'est chose faite. Dans un mois, il sera inauguré sur Broadway. Artisans, boulangers, viticulteurs et hôteliers feront également le déplacement. C'est que les retombées espérées sont importantes pour le tourisme en Alsace. La clientèle américaine progresse en effet depuis 10 ans en Alsace, avec près de 150 000 nuitées l'an dernier. Camille Roland. Cette locomotive bien connue des Strasbourgeois et visiteurs s'apprête à traverser l'Atlantique, cap sur New York. Aux côtés de 30 chalets, 750 kilos de brédeleux, des confitures, mais aussi des poteries de Betschdorf, elle sera l'ambassadrice du Noël à l'Alsacienne pendant 3 semaines sur l'île de Manhattan. Exporter un bout du marché de Noël en Amérique, une opération sur laquelle l'Office de tourisme de Strasbourg travaille depuis 5 ans, après des premiers essais concluants ailleurs dans le monde. Il va ressembler à un petit marché de Noël, un petit morceau du marché de Noël alsacien. Nous emportons que du 100% d'Alsace, les chalets, les décorations, les artisans qui nous rejoindront, les produits évidemment. C'est du 100% alsacien. On s'est rendu compte que sur une map monde, en fait, on se retrouvait entre Tokyo, Moscou, Pékin, Séoul, Taipei, presque toujours aux mêmes latitudes. Et puis en faisant le tour comme ça, on s'est dit, il y a un trou là, c'est New York. C'est la ville-monde et c'est l'apothéose quelque part. La question qu'on se pose, c'est après New York. Mais pour séduire New York, Strasbourg ne part pas seul. Les agglomérations mulhousiennes et colmariennes, la région et son agence du tourisme renforcent les rangs. 1,2 million d'euros a été nécessaire pour financer l'opération. Les marchés de Noël alsaciens sont déjà remplis avec les visiteurs. À Mulhouse, c'est 1 million de visiteurs sur les marchés de Noël. L'objectif est naturellement de continuer à promouvoir Noël, mais de promouvoir effectivement notre agglomération durant toute l'année. On souhaite valoriser l'attractivité mulhousienne au travers de différents éléments, notamment au travers de son passé historique, industriel. Nous profitons de ce marché de Noël pour faire connaître Mulhouse. Car derrière les marrons chauds et le folklore, c'est bien de cela dont il s'agit pour les nombreux partenaires publics et privés participants, capitaliser sur l'événement pour susciter le désir de voyage et profiter des retombées économiques. Ainsi, l'agence régionale du tourisme mènera une semaine de rencontres et prospection sur le marché américain en marge du marché. Le marché américain est le premier marché lointain pour l'Alsace et donc le but c'est bien entendu de pouvoir encore développer cette fréquentation des touristes américains. Mais pas seulement, puisque cet événement à Noël nous permet de rencontrer tous les visiteurs internationaux qui se déplacent à cette période-là à New York et donc c'est de booster vraiment toute la fréquentation en Alsace. Coup d'envoi du marché de Noël à New York le 5 décembre.
Nos objets connectés sont de plus en plus nombreux, souvent pratiques. Ils sont aussi des portes d'entrée pour des pirates informatiques. Ainsi, plus de 100 millions d'attaques ont été recensées dans le monde sur les 6 premiers mois de cette année. Un chiffre en forte hausse. La sécurité informatique devient donc un enjeu pour les particuliers comme pour les entreprises et surtout les PME, souvent moins armées pour se protéger. Alors comment y faire face ? À Strasbourg, l'auditorium de l'ENA a fait le plein aujourd'hui pour accueillir professionnels, gendarmes et chefs d'entreprise préoccupés par ce phénomène. La cybercriminalité, c'est quasiment devenu une industrie. Ça fait déjà depuis 2009 qu'on le répète, avec des marchés qui sont les marchés des failles, etc., avec un certain nombre d'acteurs. Et donc maintenant, tout le monde peut être impacté. Ça va de la grande entreprise à l'entreprise de taille moyenne, les PMI, PME, les très petites entreprises également qui ne sont pas du tout destinées à se sécuriser parce qu'elles démarrent et donc souvent elles ont d'autres préoccupations. Une des premières sécurités utilisées, c'est les mots de passe. Les mots de passe sont extrêmement mal choisis. Vous avez actuellement 80% des mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le monde entier. C'est très curieux quand même. Ça, c'est la prévention. Pour la protection, c'est de faire les sauvegardes, de faire des sauvegardes correctes, de manière à ne pas se trouver privé de données qui auraient été cryptées par un rançongiciel. Vous avez peut-être entendu parler du projet de cette commune de Haute-Garonne. Sa forêt s'apprêtait à accueillir les premiers cendres de défunts, faisant d'elle la première forêt dite cinéraire en France. Mais l'État a suspendu le projet. En Allemagne, en revanche, le procédé est bien légal et il rencontre un grand succès. Cécile Motz s'est rendue de l'autre côté du Rhin. Elle a tout d'une forêt ordinaire. Ses couleurs automnales, ses odeurs, ses champignons et ses arbres. Mais la Bestattungswald Kaiserstuhl en Allemagne n'est pas une forêt comme les autres. Au pied de ces arbres, on devine des pierres avec un nom et 2 dates. Et autour des troncs, des rubans de couleurs. Là-bas, il y a un arbre avec un ruban bleu, c'est pour les familles. Et celui avec le ruban rouge est pour des individuels. Les arbres ici font office de dernière demeure, sous les pierres des urnes contenant les cendres de défunts. Après le week-end de la Toussaint, c'est encore plus visible. Quelques signes de mémoire viennent s'ajouter au décor forestier, mais ici, tout reste naturel. On ne peut pas déposer de vase ou planter des plantes. Mais les fleurs, déposées ici par exemple, c'est autorisé. Et la mousse, les morceaux de bois, tout ce qu'on trouve dans la forêt, on peut aussi les déposer à côté des pierres. Les forêts cinéraires sont plus d'une centaine outre-Rhin, les premières ont presque 10 ans. En Allemagne, les cendres ne peuvent être répandues n'importe où, alors dans cette forêt, déjà 600 personnes sont enterrées et 1500 places réservées. Et elles ne cessent de s'agrandir face à la demande. Bientôt un espace avec des vignes pourra également devenir un lieu de sépulture. Ici, environ 3 enterrements se tiennent par semaine et 12 urnes maximum peuvent être ensevelies au pied de chaque arbre. Un concept qui séduit les Allemands, mais pas seulement. Depuis 2 ans, une association travaille à créer une forêt cinéraire en Alsace. Ça ne remplace pas un cimetière traditionnel. L'intérêt de développer ce genre de concept, c'est quelque part de répondre à ce rêve quasi universel qui est de s'endormir au pied d'un arbre. Et c'est en cela qu'on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, on peut disperser ces cendres dans la nature, mais par contre, on perd ce devoir de mémoire. Au travers d'un lieu comme ça qui est figé, qui est sanctuarisé, on permet ce devoir de mémoire sur plusieurs générations. Alors qu'une forêt cinéraire a vu le jour en Haute-Garonne, avec 3/4 de ses concessions déjà vendues, le ministère de l'Intérieur vient de s'opposer au projet. Suite à cela, le travail n'en est que plus conséquent pour l'association de Geispolsheim. La difficulté, elle est actuellement au niveau législatif, parce qu'en fait, le concept de forêt cinéraire, c'est un concept qui est indépendant du cimetière. Or, toute la législation des cimetières en France est basée sur le cimetière et les espaces de dispersion ou de columbarium qui sont associés à un cimetière. Donc c'est un seul et même endroit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de travailler sur cette législation, de trouver dans quelle mesure on peut introduire ce concept légalement en France. Selon l'association, certaines collectivités locales ont déjà montré leur intérêt, même s'il faudra attendre les élections municipales avant d'être fixées.
À l'approche du Salon européen des métiers d'art Résonance, qui se déroulera du 8 au 11 novembre à Strasbourg, les artisans d'art se préparent pour présenter leurs créations au grand public. Et c'est le cas de Xavier Noël, doreur ornemaniste depuis une dizaine d'années à Strasbourg. Son truc à lui, la création de masques et scarabées habillés de feuilles d'or. Camille Roland s'est rendu dans son atelier. Caché dans son atelier au Neudorf, c'est ici que Xavier Noël imagine et crée ses masques et scarabées dorés. Passionné par l'artisanat d'art et le travail de la matière, il est devenu doreur il y a une dizaine d'années. Le métier remonte à l'Égypte ancienne et il vise à donner l'apparence de l'or massif à un objet qui a moins de valeur. Alors à la lumière du jour, il manie la feuille d'or et l'illusion se fait. On connaît tous un peu la feuille d'or sans vraiment la connaître. En fait, c'est de l'or. Celui-là, c'est de l'or 23 carats. Donc il y a un petit peu de cuivre dedans pour qu'il soit un peu plus facile à travailler. Ça se présente dans des petits carnets comme ça. Et donc elle fait toujours 8 cm sur 8 cm. Elle est très volatile, on ne peut pas la toucher à main nue. C'est pour ça que je travaille dans un coussin, que j'ai un couteau, puis j'ai un petit pinceau spécial. Avec un petit souffle d'air, on vient la couper. Et ensuite, donc ce petit pinceau spécial qui s'appelle une palette, ça c'est des outils qui ont à peu près 100 ans. Je le frotte sur ma joue pour pouvoir saisir un peu d'électricité statique et venir poser la feuille sur le support. Sur ce scarabée, il utilise la technique dite de la miction. Il s'agit de poser de la colle et la feuille adhère ensuite. Mais il existe aussi la dorure à l'eau pour les plus grosses pièces. Un procédé de 20 à 30 étapes. Je récupère la poussière, c'est de la feuille d'or 23 carats. Donc en fait, on récupère toujours la poussière. On évite de gâcher la feuille d'or. 90% du métier de doreur ornemaniste, c'est le travail qui se situe en dessous de la feuille dorée, la préparation du support. Ici, il utilise du carton-pierre pour réaliser une structure de grillage qui vient ensuite étoffer de matériaux. Sculpter, poncer et dégrossir, ces gestes ancestraux, il en fera une démonstration au Salon Résonance. C'est un métier rare, le métier de doreur, c'est vraiment un métier, on n'est pas très nombreux en France. En Alsace, par exemple, on est... À Strasbourg, on est 4 à faire ce métier. Il y a eu très peu d'évolution dans le métier. Tous les doreurs font de la restauration. Mais il n'y a plus eu de création depuis les années 20-30. On n'a plus trop fait de réflexion autour des ornements. Et moi, c'était une frustration parce que j'avais envie d'emmener ce métier un petit peu ailleurs. Quand j'ai ouvert l'atelier en 2012, j'ai réfléchi pas mal au design, à faire évoluer les formes vers quelque chose de plus contemporain. Et les masques se sont imposés petit à petit. Après un CAP, Xavier Noël est resté 2 ans chez un meilleur ouvrier de France à Schittigheim pour apprendre le métier de restauration monument historique. Il a ensuite ouvert son atelier en 2012 pour développer la création. Sur ses murs, c'est un véritable cabinet de curiosités transposé dans la pop culture. Depuis 5 ans, il s'est tourné vers le masque. C'est venu comme ça, en assemblant des morceaux de bois au départ. Pendant un moment, je suis parti du bois parce que j'avais envie d'expérimenter des formes un peu plus libres. Donc c'est vraiment, en fait, 2 pièces de bois que j'assemble, ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu à un masque. Et puis ensuite, je viens ornementer avec soit d'autres morceaux de masque, soit du stuc. Donc c'est ce qu'on retrouve généralement sur des cadres, sur des pièces qui sont un peu plus petites, un peu plus graphiques. Là, il y a parfois des croquis pour venir un petit peu travailler en amont, surtout sur des choses comme ça qui sont un peu de l'ordre de l'illustration. Il ne reste plus qu'à terminer ses dernières créations et emballer les autres avant de les présenter au public lors du Salon européen des métiers d'art Résonance. Un salon qu'il ne manque presque jamais. Cette année, il exposera environ 85 pièces sur son stand au milieu de 190 artistes. Et on finit avec l'image du jour, Oliviane. L'édition 2020 du Guide Goemio a été dévoilée et prouve que l'Alsace reste malgré tout une grande région de gastronomie. Pas moins de 4 chefs alsaciens ont été récompensés hier soir au Moulin Rouge à Paris. Le directeur de salle de l'année est Serge Schall, le patron de la Fourchette des Ducs à Obernai. Xavier Jarry de la Fabrique à Schiltigheim décroche le titre de Grand de demain. Jean Kuens de la Maison Rouge à Colmar et Ludovic Kins du Gourmet à Drusenheim sont eux sacrés jeunes talents. Voilà, félicitations à eux, bravo, on a des superbes tables en Alsace. Merci Anna pour cette actualité. On accueille le plateau du soir, venez Vera, Éric Bordin, notre magicien. Il y a Nicolas Terry, le président Crédit Mutuel Alliance Fédérale, je vous en prie. Élise Gogler, médecin
addictologue. On va tout savoir peut-être pour arrêter de fumer. Je vous en prie, installez-vous. Place à la météo, le temps en Alsace. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour à tous, bienvenue pour ce point météo du mercredi 6 novembre. Et en matinée, c'est de la grisaille et de l'humidité au programme avec quelques éclaircies de ci, de là. Si vous avez de la chance, le thermomètre, lui, affichera 7 degrés du côté de Saverne ou encore de Colmar, 8 degrés la maximale alsacienne. Ce sera pour Strasbourg, pour Mulhouse ou encore chez nos voisins suisses et allemands et comptez seulement 6 petits degrés mercredi matin du côté de Wissembourg. L'après-midi, pas de grand changement. Le soleil se dégage un tout petit peu du côté de Strasbourg notamment. Éclaircies, averses et nuages se succéderont tout au long de l'après-midi sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Côté Mercure, ça reste frais pour la saison. Comptez 9 degrés du côté de Saverne, 10 degrés ce sera pour Wissembourg ou encore pour Mulhouse, 12 degrés la maximale. C'est déjà un petit peu plus doux du côté de Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi et une nouvelle dégradation qui arrive sur le territoire. Il causera bien sûr pas mal d'averses sur l'ensemble du territoire transfrontalier avec des températures nettement en baisse. 10 degrés seulement au meilleur de la journée jeudi après-midi en Alsace, entre 9 et 11 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et 10 degrés si vous êtes du côté de Bâle. Mercredi, nous serons donc le 6 novembre et nous fêterons les Léonards. Le soleil se lèvera à 7h22 pour se recoucher à 17h02. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20 et je vous retrouve demain. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blo. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et l'invité de la rédaction ce soir, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Comment allez-vous, Nicolas Terry ? Très bien, merci Lionel. Soyez le bienvenu. Grosse actualité, ça va être un forum de l'emploi, un forum pour les jeunes. On va y revenir dans un instant, mais je vous ai vu quand même beaucoup avec votre application pour suivre la course Jacques Fabre. On va commencer juste avec ça, puisqu'il y a des très très bons résultats d'un bateau Crédit Mutuel que vous avez engagé dans cette course. D'abord, c'est une première que votre banque accompagne comme ça son propre bateau. Alors, le Crédit Mutuel de Bretagne a depuis très longtemps soutenu la voile. C'est la première fois que Crédit Mutuel Alliance Fédérale soutient un projet de nouveaux bateaux, très innovant, puisque vous avez peut-être vu, c'est un bateau avec notamment une étrave très large. Alors on a quelques images, on va déjà commencer un petit peu à le voir. Qui est donc un vrai projet innovant, une vraie création, et avec un skipper, Jan Lipinski, et Adrien Hardy, parce que c'est une transat en duo, et qui pour l'instant, à mi-course, sont en tête de la course. Donc voilà, ça marche bien. En tout cas, confirmation que ce bateau qui a été mis à l'eau à la mi-août est un excellent bateau. Voilà, il était inauguré le 25 octobre, d'ailleurs Alsace 20 y était au Havre. Ce que je vous propose, c'est de retrouver ces deux bonhommes-là, c'est les deux skippers du bateau, c'était au moment du départ, regardez. 5, 4, 3, 2, 1. La deuxième journée, du coup là, on est parti hier du Havre et là on est en approche du DST d'Ouessant. Il y a 30 nœuds. Alors on voit des conditions de mer, Nicolas Terry, qui sont très étonnantes. Et on a vu sur le petit graphisme, Nicolas Terry, un petit bateau qui s'éloignait de la trajectoire des autres bateaux. Voilà, on va le revoir là. Et qui, finalement, cette stratégie a été gagnante, puisqu'ils sont premiers de leur catégorie. Et oui, ils ont pris une option ouest parce qu'il y avait des configurations météo très, très originales. On parle toujours de l'anticyclone des Açores et là il y avait une dépression sur les Açores. Et ils ont fait le choix, curieusement tout seul de la flotte, d'aller chercher des vents plus forts à l'ouest. Alors pendant 5 jours, ils ont été entre la 8e et la 10e place. Et puis comme ils l'avaient prévu, eh bien, à partir de vendredi, ils ont pu accélérer. Et c'est un bateau qui va très bien dans des conditions de vent et de mer assez exigeantes. Alors est-ce qu'ils vous ont passé un petit coup de fil pour vous dire, voilà, vous êtes le président quand même, vous avez financé le bateau, on va prendre un choix quand même audacieux Écoutez, au Crédit Mutuel, on croit à la subsidiarité, on croit à la responsabilité, c'est leur boulot, pas le mien, et ils le font très bien. Donc là, on est à mi-parcours, voilà, 50% le bateau qui suit de classe 40 est comme à 75 km, 50 000 nautiques, c'est plutôt bien parti. Écoutez, la caractéristique de cette transat, c'est qu'elle
traverse des conditions météo très compliquées, puisqu'on a l'Atlantique Nord, puis après on arrive au niveau des alizés, dans lesquels ils sont maintenant et où ça accélère, puis il y a le fameux poteau noir au niveau de l'équateur, qui est une zone très très compliquée, avant de sortir vers Salvador de Bahia, donc il restera quand même le poteau noir à passer. Est-ce que ça challenge vos équipes d'avoir comme ça un bateau, les équipes qui bossent dans la banque, dans l'assurance, dans l'immobilier, etc., d'avoir un bateau comme ça? C'est de la com. Comment vous avez imaginé cette opération? On a d'abord, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Yann Lipinski, une rencontre avec Adrien Hardy, avec toute leur équipe qui ont travaillé, et puis un projet à la fois très innovant sur le plan technologique très proche, très humain sur le plan, j'allais dire, relationnel. Et c'est vrai qu'à l'interne, ça marche très bien parce qu'on peut s'identifier à cette aventure. Il y a un esprit d'innovation, il y a un esprit aussi de maîtrise du risque qui, dans la banque, est importante, d'essayer de tirer le meilleur de ce qu'on peut et d'être toujours adapté à son environnement. Donc au fond, la voile, comme dans la vie économique et comme dans la banque, finalement, c'est un très beau pari. Allez, ça nous et amène... surtout, ce sont deux très beaux marins, il faut le dire. Et c'est une super course. Voilà. Et le bateau, en plus, il est plutôt bien réussi. L'autre actualité pour vous, c'est après-demain, c'est jeudi. Vous organisez un forum pour l'avenir. C'est un forum que vous portez réellement. C'est pour l'emploi des jeunes. C'est l'affiche que vous voyez là. Ça se passera au siège du CICS, au Vacan, à Strasbourg. C'est quoi? C'est une sorte de, je sais pas, job dating pour les 16-30 ans? Non, c'est vraiment une proposition d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui me soucie, c'est de voir des jeunes qui se disent « au fond, c'est pas pour moi », qui ne se manifestent pas, ou quand ils se manifestent, n'ont pas les codes, les méthodes, la manière d'aborder la recherche d'emploi, le contact avec l'employeur, le premier entretien, la rédaction du CV. Et donc là, c'est pas un salon. C'est pas du job dating, ce sont des entreprises à la fois de taille nationale et locale. Et je suis très heureux qu'on ait réussi à constituer un écosystème local pour proposer à des jeunes des entreprises qui se rendent disponibles pour les aider. Et donc là, qu'ils osent venir au CICS jeudi, des responsables de recrutement, des responsables de ressources humaines seront là pour les aider. Vous dites quoi? C'est des gens qui n'ont pas de réseau, il faut leur donner un coup de pouce. Il faut leur donner à la fois la méthode, l'entraînement, les moyens et surtout répondre à leurs besoins. C'est-à-dire que notre boulot, c'est d'être juste à l'écoute, de voir qu'un jeune, il a peut-être besoin d'un coup de main sur le CV, un autre de passer un entretien fictif, un dernier de mieux clarifier son envie ou sa personnalité, et finalement de lui permettre de sortir un peu du cadre formaté du CV, de l'entretien, et d'être capable de se livrer lui-même dans des conditions de sécurité, de bien-être et de réussite. Et vous défendez l'inclusion, c'est le fait d'inclure toutes sortes de personnes. Vous disiez, j'ai eu la chance de vivre dans une petite ville qui était Armentières, parce que vous êtes un ch'ti, où toutes les catégories étaient représentées, ouvriers, bourgeois, riches, pauvres, croyants, athées. Il y avait des différences qui étaient reconnues, mais on évitait que des barrières soient érigées entre les gens. Et moi, je crois, de toute façon, on ne cesse jamais d'être l'enfant qu'on a été, mais je crois fondamentalement à ça. Je crois que l'esprit de fraternité, c'est pas seulement une exigence, ça se vit au quotidien. Et c'est pour ça que j'insiste, on n'est pas en situation de recrutement et les jeunes ne sont pas en situation de candidature. C'est un pari de se dire de créer pendant une après-midi un lieu ouvert, et moi j'y serai à titre personnel, pour juste être disponible à une demande ou à un besoin. Et puis, on verra, et j'espère que les jeunes qui nous regardent auront envie et se sentiront, j'allais dire, la liberté de venir, de poser toutes les questions et d'avoir des gens qui les écoutent vraiment. Voilà, ce sont des rencontres, des conférences débats, des ateliers de rédaction de CV, aussi des conseils et du coaching. Aujourd'hui, il y a du boulot, il y a de l'emploi dans vos métiers, dans la banque? Alors, il y a du boulot. On est en recrutement, j'allais dire, assez régulier. Il y a 10 000 emplois du Crédit Mutuel en Alsace, par exemple. Et au niveau national, il y en a 85 000. Donc, c'est une banque qui recrute dans tous les métiers, d'ailleurs, de l'informatique, de la banque, de l'assurance, du juridique, de l'économique. Et notre pari, c'est qu'au Crédit Mutuel, on puisse faire toute sa carrière. C'est le pari de la promotion interne, le pari de la diversité. Et je voudrais, avec toute l'équipe, avec Daniel Ball, le directeur général, le traduire dans les faits. Voilà, vous vous sentez bien en Alsace, hein. Vous êtes devenu autant ch'ti qu'alsacien maintenant.
Ah, je suis très heureux en Alsace depuis 10 ans, mais vous savez, les ch'tis, c'est une catégorie à part, c'est une espèce protégée, donc on essaie de les défendre. Voilà, natif d'Armentières, Sciences Po et ENA quand même pour vous. Hein. Ah oui, mais si vous voulez, je vous la fais en ch'ti, mais là, je pense que vos spectateurs ne nous suivront plus. Non, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir dans un petit instant Eric Borner, ça va être autre chose. On va juste rappeler quand même que ce forum, c'est ce jeudi, ça commence à 10h hein, pour les gens, donc allez-y. Il y aura Nicolas Terry qui sera l'après-midi à partir de 14h. Vous pourrez également le rencontrer et ça se passe au Wacken. Vous restez avec nous? Très volontiers. Allez, place à quelqu'un qui est born to be magic. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Voilà, il est redoutable, il s'appelle Eric Borner. Entre Élise Gogler et Nicolas Terry, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Eric ? Eh bien, je vais partager un moment, essayer en tout cas de partager un moment de magie avec vous. Je vous ai suivi avec l'aventure de ce bateau qui est parti à toute allure. Et encore une fois, une histoire de chrono. Je vous ai emmené un petit cadeau ici. Il y a quelqu'un qui vous a accompagné, qui était en coulisses. On s'est vu quelques petites secondes. On a partagé un numéro de magie avant d'être sur le plateau. Exactement. Est-ce que vous voulez bien juste ouvrir le paquet cadeau? C'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques temps. Je vous ai emmené une montre. Vous lui rendrez tout à l'heure. Je fais l'échange, c'est ça. Vous faites le change si vous voulez. Merci beaucoup. Et je vous vois demain sur le forum. Vous lui rendez, c'est la sienne, réellement. Hein, réellement. Oui, vous savez, moi, une fois qu'on m'a piqué ma montre, je suis prêt à me réfugier sur tout ce qui se passe. Tu as piqué la montre du collaborateur. Oui, bravo. je lui ai dit bonjour pour accueillir le plateau. Okay, je vous ai emmené ici 52 partenaires. Toutes les cartes sont évidemment différentes les unes des autres. Je vais les préparer, je vais juste les mélanger un tout petit peu. Une main innocente, oui, honneur aux dames oblige. Je ne vous influence pas dans votre choix. Hein. Prenez ça comme vous voulez. On les fait défiler comme ceci. Dites-moi simplement stop quand vous le souhaitez, d'accord ? Stop ici. Récupérez votre carte. Je vous invite à la regarder, la mémoriser. Souvenez-vous que vous auriez pu choisir absolument n'importe laquelle de ces 52 possibilités, que ce soit un 5 de pique, un 9 de cœur, un valet de pique ou un 8 de trèfle. Mais vous avez choisi, on peut le montrer, on peut la révéler vraiment. Je la montre ? Oui, vous pouvez la montrer. Montrez-la vers la caméra, voilà. Le 10 de pique. Le 10 de pique. Alors, pourquoi je vous ai fait choisir une carte ? Il y a 25 ans maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer un magicien qui s'appelait Kinos. C'est joli comme nom pour un magicien. Ça veut dire cinéma, ça fait penser aux frères à Méliès, Frères Lumière, etc. Et il m'a dit, Eric, si tu rentres dans la magie, un jour ou l'autre, tu joueras aux cartes. Si tu joues aux cartes, tu joueras peut-être au poker. Mais si tu veux jouer aux cartes et jouer au poker, je t'offre un jeu très particulier. Il me l'a offert il y a 24 ans. J'ai encore jamais réellement osé l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Puis j'ai choisi aujourd'hui, pour lui rendre hommage, ce monsieur Kinos existe réellement, de partager ce moment avec vous. Alors, des cartes très particulières. Des cartes très particulières, pourquoi ? Déjà, elles ne sont pas imprimées pour le moment, du moins, et elles ont une petite couche d'encre très spéciale, très spéciale, très spéciale sur les cartes. Les 4 premières cartes, qui ont le dos et la face blanche, sont posées simplement ici et sont suivies des 4 cartes suivantes, mais vous avez choisi sur 52 cartes traditionnelles un 10 de pique. Oui. Si on prend le 10 de pique et qu'on le met en miroir comme ceci, rien ne se passe. Mais si un magicien la prend en main et qu'on croit en la magie, alors notre âme agit. Si notre âme agit et qu'on applique simplement le dos d'une carte contre la face d'une carte avec cette encre très particulière, quelques secondes plus tard, on peut finir par voir en effet miroir la copie de notre carte. Mais non. Alors juste avoir une copie du dos comme ceci, ça ne nous sert pas à grand-chose pour le moment, mais ça fait quand même réfléchir, ça nous emmène sur une dualité, une autre réalité, une autre fréquence. Si je prends la face de la carte cette fois-ci, et qu'on l'emmène là quelques secondes plus tard, réellement, on peut voir par miroir la carte se dupliquer. Alors se pose un souci pour les joueurs de poker. Si on l'a en effet miroir, forcément, elle est dans sa symétrie qui n'est pas parfaite pour un jeu de poker. Sauf si on utilise le miroir pour recréer forcément un miroir. À ce moment-là, on se retrouve avec la copie parfaite. À ce moment-là, il faut vraiment jongler entre cette frontière, entre les illusions et la réalité. C'est-à-dire, si on prend une carton blanche contre un dos imprimé et qu'on la rajoute sur une face imprimée, là, vous l'aurez compris. Non.
la magie apparaît. Laisse-la, garde-la bien comme ça, voilà. On peut toucher là, vous pouvez toucher du bout des doigts. Regardez votre index, rien ne se passe, mais la magie est toujours encore présente. Et puis il m'a mis en garde, il a dit, Eric, tu sais, quand on est face à cet écran blanc, comme le fut jadis, Méliès, les frères Lumière, etc., on peut avoir quelques doutes sur ce qui est en train de se passer. Mais si on projette une nouvelle fréquence, si nous on s'inscrit dans ce devenir, si on commence à voir une nouvelle réalité, alors lentement, mais sûrement, l'ombre de la carte peut finir par se projeter. Réellement. Si on peut récupérer comme ça l'ombre de la carte, on peut aller un tout petit peu plus loin encore. Récupérer une carte, un 10 de pique, l'appliquer sur une carte blanche. Mais il faut prendre garde. Quelques secondes plus tard, l'encre. Mais non. Est-ce que vous l'avez bien touché? Vérifiez. Regardez vos doigts. Ce n'est qu'une illusion. Et si on va encore un petit peu plus loin dans l'illusion, une carte blanche contre une carte imprimée. La seconde d'après, la réalité peut se déformer. Réellement. C'est dingue. Réellement. Ce qui veut dire que si on prend une carte blanche, et vous l'aurez compris maintenant, contre une carte imprimée, qu'on laisse tomber le début de notre idée et qu'on en crée une nouvelle œuvre d'art, on verra lentement les pics se déplacer et finir quelquefois par tomber juste là, dans une nouvelle réalité. Donc, vous pouvez toucher, vous pouvez vérifier. Je lui ai dit, maître, comment faites-vous? Il m'a dit, Eric, c'est de la magie. Ça n'existe pas. Je vous laisse reprendre une activité normale. Eric Borner. Voilà. Redoutable Eric Borner qu'on retrouve tous les mardis, soit sur le plateau, soit chez vous. Hein, ça a été à Mulhouse, Colmar, Strasbourg, et il va évidemment continuer. Eric Borner avec son Instagram aussi, vous pouvez retrouver les délires du magicien mentaliste. Voilà, c'était la petite page détente Nicolas Terry. On va vous libérer, on va suivre cette course et on rappelle que le forum, c'est donc... Rends la montre, oui. Oui, partir avec les deux. Je vous rends la montre. C'est pas la mienne, c'est votre collaborateur. Je rappelle que le forum pour l'avenir, pour l'emploi, ça sera ce jeudi à partir de 10h. Merci à vous. Dans un petit instant, Élise Gogler, vous nous direz tout pour arrêter de fumer et on retrouve bien sûr le Vera Lifestyle après ça. On est en pub. Super, merci. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Merci. Il est 19 minutes. Élise, merci beaucoup, belle soirée. Tu vas te mettre ici. Élise, se met là maintenant. On peut. Et l'agenda, je le mets comme ça ici? Alors plutôt vers moi. Pour qu'on le voit. Alors soit vers Lionel, D'accord. soit là où il était, il était aussi. C'est redoutable, hein. Ah oui, incroyable. Il est très bien, on me dit à l'oreillette, que l'agenda est bien placé. On va remonter un petit peu peut-être. Comme vous voulez. Installez-vous. Là maintenant il y a Vera et après Vera, Élise Gogler. C'est moi qui commence? Ouais. Bien sûr. Donc l'agenda, il faudrait que tu le mettes plutôt ici. Là, c'est ça que tu veux? C'est délirant, hein. Ah ouais, c'est génial. Toi, t'es en plus au premier âge. Ah ouais, c'est extra. J'ai essayé de voir, j'ai pas réussi. Et j'aime bien quand tu dis à Nicolas, vas-y touche l'encre, et il n'y en a pas, quoi. Ouais. Ce n'est que de l'illusion. Merci. 11. Ah, on est pile poil dans les temps. Bien Bonne soirée. ça. Bonsoir. Vous donnez encore des séminaires, des choses comme ça sur contre le tabac et les addictions? Des séminaires, oui, des formations, des participations à des colloques. Oui, bien sûr. Ouais, j'avais travaillé un petit moment contre les addictions, justement. J'avais un numéro. Ah oui? Ça durait 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. Et puis il y avait. D'abord, j'avais toute une formation, on m'a expliqué quelle est la différence entre les addictions, alcool, tabac, cocaïne, morphine. Une fois qu'on avait tout, il fallait développer les numéros, mais c'était un chouette boulot, c'était intéressant. Je sais plus où j'ai fait
fait ça. C'était en France ou en Suisse, vraiment, je sais plus. Mais enfin bon, c'est juste pour savoir si ça existait encore. Ouais, vous voulez parler de formation sur... On devait faire une démonstration... Et retour sur le plateau de 24 ans en Alsace avec le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors ce soir sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Bloch. Il est photographe spécialisé en portrait. Bonsoir JP. Bonsoir Vera, bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors tu as choisi il y a 10 ans de faire une reconversion professionnelle. Quel a été l'élément déclencheur ? En fait, j'en avais un petit peu assez de travailler pour les autres et j'avais envie de travailler pour moi-même. Et donc j'ai eu l'opportunité à un moment de créer mon entreprise et donc j'ai foncé. Alors pour comprendre ton approche artistique, j'ai sélectionné dans ton portfolio quelques photos et ce qui m'a touchée, c'est l'histoire forte. Voilà, on le voit par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer ? En fait, j'avais un chef d'entreprise qui cherchait à mettre en valeur ses salariés et il cherchait le bon moyen de le faire. Et donc, je lui ai proposé de faire une série de portraits individuels de tous les salariés de son entreprise. Magnifique. En noir et blanc, plutôt un côté artistique. Et donc, je suis passé sur tout le site, donc aussi bien à l'usine, sur les chantiers, dans les laboratoires, dans les bureaux. Et donc, ça a donné une centaine de portraits noir et blanc, comme vous avez pu voir. Une petite sélection a été présentée pendant la journée porte ouverte de l'entreprise. Et il a été remis après à chaque salarié au moment des fêtes de Noël leur portrait sur tirage d'art. Ouais, parce qu'elles sont très classe, très jolies. On te connaît surtout dans la région pour tes photos également de personnalité. Alors qu'est-ce qui change de faire un shooting avec une personne connue ? Est-ce que c'est un challenge supplémentaire ? Comment ça se gère ? Alors le premier challenge, c'est d'arriver à booker la personne. Ah oui, question de timing. Le plus dur en fait, c'est surtout avec les filles d'Alsace 20. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est une petite blonde. Vera Bossiac, Delphine Vespizer, je ne sais pas. Non, plus sérieusement, en fait, le challenge, il y a une petite pression parce que la pression du résultat, il faut que le résultat soit bien et conforme. Bon, ça se gère. Et le deuxième challenge, en fait, c'est plutôt de faire accepter son regard à la personne, de l'amener dans son univers. Dans ton regard à toi. Ouais, c'est ça, le regard du photographe. D'accord. Et tu t'occupes notamment du calendrier également de Delphine Vespizer. On va découvrir là dans quelques instants les photos en exclusivité du prochain. En 2 mots, comment est-ce qu'on peut le résumer ? Alors ouais, j'ai la chance d'avoir pu coordonner en fait le shooting déjà, puis la réalisation du calendrier. Et donc cette année, je fais encore la couve du calendrier. Donc je suis content. Donc si je devais le caractériser, je dirais qu'il est pétillant et rafraîchissant. Un peu comme Delphine, quoi. Alors si on peut continuer à voir défiler les autres photos pour vraiment voir le travail de Jean-Philippe. Jean-Philippe, tu aimes également transmettre ta passion, voilà, des novices. Tu organises des stages photos. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Alors effectivement, 2 fois, 3 fois par an, j'organise des stages photos en groupe. Il y a une journée qui est consacrée aux photographes qui sont déjà un peu plus aguerris et une journée qui est consacrée aux photographes débutants ou amateurs qui ont envie de s'initier à la photo studio. Et pour ça, tu les accompagnes. Je les accompagne pendant ces comment journées. Travailler. C'est ça. Magnifique photo de Delphine. Hein. Oui, voilà. Ouais, il y a des très très belles photos. Et est-ce qu'on peut rappeler les dates alors pour les personnes qui voudraient s'inscrire, se renseigner ? Prochaine date, c'est le 7 et 8 décembre et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet dédié au stage.
Merci beaucoup. Autre actu, Vera ? Alors Lionel, en ce moment, c'est la grande tendance en déco des tableaux personnalisés. Alors si vous aimez les étoiles, vous allez adorer The Star Poster parce qu'il propose de créer une carte du ciel avec la position des astres. Alors ça peut être pour marquer un moment fort comme par exemple la naissance d'un enfant, un mariage ou un anniversaire. Il suffit de rentrer un lieu et une date. Ensuite, le site calcule automatiquement. Vous choisissez un modèle et votre message personnel et ça donne une carte unique. Je vous montre la mienne. Elle est un petit peu imposante, mais en tout cas, voilà, ça fait des jolis triptyques. C'est super sympa. Avec une naissance le 16 août 2019. Voilà, les infos personnalisées sont en bas. À 12h24. Et on termine avec votre coup de cœur. Alors, l'automne, c'est souvent synonyme de déprime, hein, on est tous d'accord. Et j'ai un remède magique. Regardez. Mufasa, you know we finally here, right? Ouais, oui. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Saturday, Voilà, vous regardez ça tous les matins, je vous garantis, ça va vous mettre la patate. Voilà, surtout si on veut arrêter de fumer, ce sera encore mieux. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Vera. Et on en vient à cette actualité, c'est le mois sans tabac. Ah oui, le Vera Lifestyle, bien évidemment, toutes les infos, beaucoup de followers, hein, voilà, sur Instagram, notre Vera. L'invité ce soir, médecin aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, Élise Gogler, vous êtes addictologue. On va parler de ce mois sans tabac, ça a commencé le 1er novembre. Voilà, est-ce que c'est bien de le faire à plusieurs, de se dire à plusieurs, tiens, toi tu fumes, allez, on va se grouper et arrêter de fumer. Oui, l'élan de groupe est vraiment primordial parce qu'on se motive l'un l'autre et c'est tout l'esprit de cette campagne collective, 4e année consécutive en France pour le mois sans tabac qui nous vient d'Angleterre. Et voilà, d'être à plusieurs, c'est une émulation, une motivation supplémentaire et plus de chances d'arrêter de fumer. Et c'est la grande campagne, comme vous disiez, pour arrêter de fumer. En images, ça donne ça. Vendredi 1er novembre, premier jour sans cigarette. Vous avez été fort, déterminé comme jamais. Bien sûr, la cigarette vous a manqué. Celle du matin, celle d'après le déj, celle de on se met en terrasse. Mais vous avez tenu bon. Tu vois, c'est pas si compliqué. Et puis, ça a été un peu compliqué. Alors, pour penser à autre chose, vous avez transpiré. Mais aujourd'hui, vous avez surtout appris une chose. Votre envie de cigarette s'arrête après 3 minutes. Le mois sans tabac revient en novembre. Inscrivez-vous sur tabacinfoservice.fr. En fait, Élise Gogler, si on attend 3 minutes, l'envie de cigarette passe. C'est ce qui est raconté. Oui, au départ, effectivement. Après, ce qui est bien, c'est de se faire accompagner, donc de s'inscrire à la campagne, de s'inscrire sur l'application mobile, de se faire aider de professionnels, parce que ces 3 minutes peuvent varier à un moment donné. Donc voilà, l'important, c'est d'être accompagné avec des bons conseils pour bien réussir. Alors justement, c'est quoi l'accompagnement ? On vous appelle, on vient vous voir, on est accompagné de quelle façon ? Alors, il y a différentes façons. On peut aller voir son médecin traitant, on peut aller voir son pharmacien à la pharmacie d'officine pour avoir des conseils. On peut appeler Tabac Info Service, on peut télécharger l'application sur son smartphone pour l'avoir en permanence sur soi. C'est quoi l'appli ? Tabac Info Service, qui est une application gratuite et qui vraiment donne des conseils très au fur et à mesure. Voilà, tout à fait, de motivation, d'encouragement, d'accompagnement tout au long du mois, mais pas que le mois de novembre 2019, mais toute l'année, bien sûr, bien entendu, 24 heures sur 24. Et on peut aussi pousser la porte d'une consultation spécialisée à l'hôpital ou dans des associations spécialisées pour se faire aider par des professionnels qui ont l'habitude de cette problématique. Il faut prendre des patchs, il faut prendre des nicorettes, il faut passer à la cigarette électronique. Qu'est-ce qui est préconisé ? Alors, il y a beaucoup de conseils. L'important, c'est déjà de faire un bilan au départ de la dépendance, l'importance de la dépendance physique, psychique, comportementale, et de se faire vraiment conseiller au mieux pour l'utilisation des patchs qui sont en vente libre, je le rappelle, en pharmacie, mais qui sont aussi prescrites et donc pris en charge par la sécurité sociale. Donc en fonction de la dépendance, on pourra prendre de la substitution nicotinique, une aide psychologique, la thérapie comportementale, voire de la thérapie de groupe pour se parer au mieux pour le sevrage tabagique. Pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer ?
C'est dur parce que c'est une réelle addiction, c'est la plus dure comme addiction, et parce qu'elle envahit tous les aspects de la vie quotidienne du fumeur, dès le lever jusqu'au coucher. Et donc cet envahissement de la vie quotidienne fait que l'addiction est très forte, et en général sur des mois, sur des années, et donc ça s'enracine très profondément. Alors je sais que les médecins n'aiment pas trop parler de la cigarette électronique en disant voilà, on remplace quelque chose, sauf qu'il y a tellement moins de poison dans une cigarette électronique, il n'y a déjà pas d'ammoniac, et dans une cigarette, l'ammoniac, c'est ce qui permet au cerveau d'être irrigué en nicotine en 6 secondes. Voilà. C'est dingue qu'il y ait de l'ammoniac dans des cigarettes, quoi. Finalement, c'est pas si mal que ça, la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, très clairement, elle est beaucoup moins dangereuse. La vapeur est beaucoup moins dangereuse. Il n'y a pas les produits de la combustion, donc il n'y a pas de monoxyde de carbone. Donc le message des experts et des sociétés savantes, c'est que la cigarette électronique est une bonne alternative dans le cadre du sevrage tabagique en seconde intention, en cas d'échec de la substitution nicotinique qu'on commence toujours en première intention. Et donc la cigarette électronique est moins dangereuse, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques, et elle peut être vraiment très utile dans le cadre du sevrage tabagique. Aujourd'hui, les médecins, infirmières, dentistes, kinés peuvent établir une ordonnance de substitut et ça permet d'être remboursé ou d'avoir un forfait aussi d'une cinquantaine d'euros. Alors, depuis 2018, la plupart des substituts nicotiniques sont pris en charge comme n'importe quel médicament et aussi prescrits par les sages-femmes. Donc, c'est vraiment un accès extrêmement large pour permettre au maximum, à tous les fumeurs qui le souhaitent, d'être accompagnés, d'être pris en charge par les organismes. Dans le kit mis à disposition, il nous reste 30 secondes. Il y a d'abord, pour arrêter la cigarette, il y a ça. Voilà, ça c'est en novembre, les amis, on arrête la cigarette. C'est quoi cet agenda que vous avez devant vous ? Alors, c'est un agenda qu'on peut appeler motivationnel. Donc, jour après jour, il met en avant les avantages à l'arrêt du tabac en termes d'odorat, en termes de pression artérielle qui descend, en termes de bénéfices donc, pour la santé. Et donc, tous les jours, c'est un petit peu comme le calendrier de l'Avent, mais pour le mois de novembre. Tous les jours, on voit la récompense qu'on a pour le sevrage tabagique parce qu'on voit les répercussions du sevrage dès 20 minutes après l'arrêt du tabac. Donc c'est extrêmement rapide et ça permet vraiment de se motiver et de rester sur sa ligne de conduite. Voilà, et on retrouve le goût rapidement, on retrouve le souffle rapidement. Exact. Si vous voulez des infos, c'est Tabac Info Service. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le 39 89 ou bien sûr le 3W, le site internet. Merci beaucoup Élise Gogler. Merci à vous et bonne continuation avec vos superbes photos. Merci Eric Borner, merci pour le Vera Lifestyle, ma chère Vera. Et place au tour des cantons. C'est préparé par Adrien Labi. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. Est-ce que vous connaissez des éco-gestes Des cours un peu particuliers aujourd'hui pour ces collégiens. Oubliez le français, les maths ou la géo. Au programme de la matinée, économie d'énergie, chasse au gaspillage ou encore recyclage. On leur a appris l'énergie sur le frigo. On leur a appris un jeu sur le gaspillage, c'est un peu comme le 1000 bornes, c'est presque pareil sauf que c'est avec le gaspillage. On leur a appris aussi sur un tableau ce que la viande représentait en mètres cubes d'eau dans une baignoire. Et on a aussi, on a été aussi en coopération avec le gaspillage de l'énergie dans les appartements. Et ils ont fait une simulation en réalité virtuelle où ils voyaient, ils étaient à l'intérieur d'une maison et ça a été un petit film de 2 minutes. Ces ateliers se déroulent dans le cadre du premier forum des éco-délégués des collèges du Bas-Rhin. Un éco-délégué, c'est un élève élu par ses camarades qui a pour mission d'animer les actions écolo dans son établissement. 32 collèges et près de 120 personnes se sont mobilisés pour ce rendez-vous. Chaque collège est venu avec un professeur et 2 élèves, expliquer un peu ce qu'on fait dans chaque établissement, échanger. Il y a aussi des ateliers qui nous apprennent des choses et qui nous donnent des idées de choses à mettre en place au sein des établissements. Ça leur permet d'avoir des nouvelles idées et de pouvoir communiquer auprès de leurs camarades au collège et aussi auprès de leur famille. C'est aussi ça l'objectif de toutes ces actions. Grand et de l'eau qui coule, qu'est-ce qu'il y a autour ? On dit souvent que les jeunes ne croient plus en rien. Il n'en est rien, nos éco-délégués sont très conscients de l'importance de la question environnementale. Pouviez-vous en dire de même à leur âge ? On est l'avenir, c'est pas les personnes de 70 ans qui vont vivre dans 50 ans. C'est nous, donc c'est à nous de prendre soin de la planète parce que sinon,
on n'aura pas la chance de vivre notre vie correctement et librement. On aura encore plus de contraintes que là on a déjà maintenant. Et c'est pour nous sensibiliser parce que c'est maintenant qu'il faut le faire et ce ne sera pas quand ce sera trop tard qu'il faudra le faire, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est mon rôle parce que c'est moi qui vais être sur Terre plus tard et c'est à moi de l'entretenir, c'est pas à elle de m'entretenir moi. Pour être dans la préservation de la planète, ce qu'on a commencé à faire depuis déjà de nombreuses années. À la manœuvre, le conseil départemental du Bas-Rhin et l'éducation nationale qui s'associent pour mener des actions sur le développement durable dans les collèges. Après une année de marche pour le climat, l'appel de la jeunesse a été entendu. Cette rentrée, c'est une rentrée verte, c'est ce qu'a souhaité notre ministre Jean-Michel Blanquer. Il l'a souhaité d'une certaine manière pour répondre à l'attente de la jeunesse qui souhaite s'engager pour le développement durable, pour la nature, la biodiversité, le réchauffement climatique. Et il l'a souhaité sur proposition des lycéens eux-mêmes qui, dans le cadre du Conseil national de la vie lycéenne, ont proposé de généraliser les éco-délégués. Et donc aujourd'hui, ce sont tous les éco-délégués du département, mais d'une certaine manière à l'image de ce que nous portons dans l'ensemble de l'académie pour toutes les classes de l'académie. Au conseil départemental, cela fait plusieurs années que l'on s'est engagé dans des actions développement durable dans les collèges, des cantines en circuit court aux journées citoyennes, les exemples ne manquent pas. Avec les éco-délégués, on souhaite voir les jeunes s'emparer de la thématique environnementale et construire des projets dans leur collège. On les accueille aujourd'hui pour un échange, pour partager des visions, qu'ils nous fassent des propositions pour améliorer finalement leur quotidien dans le collège, pour faire aussi en sorte qu'on réduise le gaspillage, qu'on fasse des économies d'énergie, mais en même temps du coup qu'on protège mieux la planète. Dans les bonnes pratiques du quotidien, ce qu'on peut faire pour améliorer notre planète. C'est ça en fait l'enjeu. Alors on est très fiers parce que ce sont des jeunes qui sont engagés. Et notre objectif, bien sûr, avec l'éducation nationale, c'est faire en sorte que ces jeunes, aujourd'hui, deviennent demain des adultes autonomes, engagés, responsables. Et aujourd'hui, responsable, c'est responsable vis-à-vis de notre planète notamment. Après la théorie, la pratique. Mission de l'atelier, imaginer le collège de leurs rêves. Une façon d'envisager l'ensemble des actions et activités à mettre en place dans leur établissement. En groupe, on a essayé de faire un collège pour nous, un collège qu'on veut, tout ça, tous les trucs qu'on veut ajouter au collège. Et aussi, qu'est-ce qu'on veut rajouter, par exemple, pour des gobelets recyclables, des trucs comme ça. Donc on met en place des choses et tout. Et on va aller dans les classes pour sensibiliser les gens, pour faire des trucs comme ça. Et à un moment, ça va quand même toucher les élèves. À l'issue du forum, tous repartiront dans leur classe, à charge pour eux de convaincre leurs camarades. Le collège, il est là. Et là, on a dit qu'on mettrait quoi ? Là, c'est la cour.